Et là-dessus, je retrouve les politologues Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Stéphanie Chouinard de l'Université Queen's à Kingston en Ontario et Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Juste un mot en commençant, parce que je viens de parler des nouvelles données du recensement de Statistique Canada sur l'âge des travailleurs et l'identité de genre. Mais au mois d'août, on attend aussi des données plus précises sur les minorités linguistiques au Canada, dont les francophones hors Québec. À quel point ces données-là vont être importantes? Stéphanie, je vais commencer avec vous. On les attend de pied ferme, les données de cette année, puisque dans le recensement de 2021, il y a de nouvelles questions à l'égard des ayants droit en vertu de l'article 23. Donc, les ayants droit, les parents qui ont le droit d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la minorité linguistique, donc les écoles françaises à l'extérieur du Québec et les écoles anglaises publiques au Québec. Et donc, ce sera de nouvelles données qu'on attend depuis des années, en fait, et qui régleront, on l'espère, des batailles parfois politiques, parfois allant même jusqu'à des batailles juridiques dans certaines régions où les gouvernements provinciaux disent qu'il n'y a pas le nombre d'ayants droit suffisant pour élargir des écoles ou en construire de nouvelles, par exemple. Ouais. Donc, pour cette raison-là, les données de cette année sont extrêmement importantes. Et Tom, du côté de la Nouvelle-Écosse, est-ce que ces données sont très attendues également? Oui, bien sûr, et je m'attends malheureusement à une continuation d'un certain glissement, d'une perte de poids démographique des francophones qu'on vive depuis des décennies par ici. Et je pense qu'il va falloir un effort, pas seulement pour changer des politiques nationales, même que la Fédération des communautés francophones et acadiennes a soulevé l'importance de garder les cibles en matière de l'immigration, mais aussi de travailler au niveau régional. Par exemple, les conseils d'administration. Le conseil qui représente la région où j'habite n'a aucun représentant francophone au sein de ce conseil-là pour attirer des immigrants. Oui. Et ça, c'est un enjeu important. Oui. Donc, les statistiques vont soulever plusieurs débats qui doivent être réglés tout de suite. Frédéric, toujours sur ces données de Statistique Canada, qu'en est-il du côté de l'Alberta? Oui, c'est attendu également avec beaucoup d'intérêt, notamment parce que ça va permettre, si les questions qui ont été ajoutées vont donner de meilleurs, disons, résultats et de meilleures données, ça va permettre également une meilleure planification à moyen et à long terme. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a dans la francophonie canadienne, à être capable d'avoir une bonne planification, précisément parce qu'il manque de données. Et j'ajouterais peut-être un autre élément qui est lié là au projet de loi sur la modernisation des langues officielles, c'est sur la question des régions francophones. Peut-être également qu'on va avoir un meilleur portrait du poids démographique des francophones et de ceux qui peuvent travailler en français dans certaines régions francophones qui, dans le projet de loi, restent encore à définir. Oui. Alors, plus de détails sur ces données au mois d'août. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Alors, je veux vous entendre. Je veux revenir avec vous sur la décision de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui a fait beaucoup parler au cours des dernières semaines. Le tribunal qui juge que le processus de nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick viole la Charte des droits et libertés de la personne. Juste un petit rappel, là, on arrive à cette conclusion parce que la lieutenant-gouverneure Brenda Murphy parle pas assez bien français. Tom, à quel point est-ce que c'est une décision importante pour les Acadiens? La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick se réjouit de cette décision-là parce que c'était la société qui a porté plainte devant les tribunaux. Mais quand même, je m'attendais à une décision un peu différente et je pense que le gouvernement fédéral va porter la décision en appel tout en précisant que le prochain lieutenant-gouverneur ou la prochaine lieutenant-gouverneur sera bilingue au Nouveau-Brunswick. Donc, je m'attendais à une décision qui peut-être précisait qu'il y a une violation de la Convention constitutionnelle, un principe non écrit, mais de façon stricte, la loi écrite était respectée parce que ça relève aux prérogatives royales,
c'est une question un peu obscure constitutionnelle. Donc, j'étais un peu étonné jusqu'à quel point la juge Duer est allée pour dire qu'en fait, le Premier ministre a agi de façon non légale en conseillant la gouverneure générale de nommer Madame Murphy en tant que lieutenant-gouverneur. Même qu'elle reste comme lieutenant-gouverneur, même après la décision. Stéphanie, justement, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de tout ce dossier-là par le premier ministre Justin Trudeau? C'est certain que la décision met M. Trudeau dans l'embarras, et je dirais même 2 fois plutôt qu'une, hein, parce que suite à cette décision-là, on se pose aussi des questions quant à la légalité de la nomination de Mary May Simon comme gouverneure générale au fédéral. Donc, c'est une décision qui remet le gouvernement dans l'embarras. On se doutait que c'était un litige qui était entamé de façon plutôt stratégique, parce que comme Tom l'a dit, les questions de droit sont assez obscures dans cette décision-là. On voulait vraiment embarrasser le gouvernement, et donc ça a été pas surprenant de voir M. Trudeau tenter de se défiler, de dire on va respecter l'esprit de la décision, mais ça veut quand même pas dire qu'on ne va pas interjeter appel. Le gouvernement fédéral a 30 jours pour le faire suite à la décision, donc encore 3 semaines. Oui, c'est ça. Est-ce que, Frédéric, le temps file, il faut aller un petit peu plus vite, là. Mais bon, à la suite de cette décision, il y a plusieurs, en effet, qui se sont posé la question si la gouverneure générale du Canada devrait, elle aussi, obligatoirement connaître le français et l'anglais. Est-ce que vous pensez que cette décision-là du tribunal du Nouveau-Brunswick, ça va faire jurisprudence? Ça pourrait créer un précédent? Je ne sais pas si ça va créer un précédent, mais j'ai l'impression que ça devrait créer un précédent pour le gouvernement Trudeau, et de se dire qu'effectivement, la question du bilinguisme français-anglais aurait dû être fondamentale dans le choix de la gouverneure générale. Ou en tout cas, ça va donner du poids à tous ceux qui élevaient cet argument-là contre la nomination, en disant que oui, c'était une candidature tout à fait acceptable, mais que la question du bilinguisme a passé en retrait. Oui. Ça m'amène à vous parler de l'autre controverse concernant, je dirais, controverse linguistique, celle qui concerne le CN, le transporteur ferroviaire. Bon, on apprenait il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en fait, il n'y a pas un seul membre qui parle français dans son conseil d'administration. Le Bloc québécois s'est encore après-midi aux communes inquiété de cette situation. Tom, quelle est votre réaction à cette nouvelle, vous, du côté des Maritimes? C'est très décevant, mais peut-être pas étonnant après ce qui s'est passé avec M. Rousseau et Air Canada et l'arrogance dont M. Rousseau a démontré en disant qu'il est trop occupé pour apprendre ou même tenter d'apprendre le français. Mais cette fois-ci, je note que les actionnaires, pas le gouvernement, pas les gouvernements, mais les actionnaires ont joué un certain rôle, surtout la Caisse de dépôt, qui est un actionnaire très, très important au sein du Canadien national. Et après ça, la direction du Canadien national a tout de suite précisé qu'on va corriger la situation avec les prochaines nominations. Ouais. Donc, message pour les actionnaires, c'est pas surtout et seulement les gouvernements qui doivent agir ici. Ouais. Stéphanie, il y a quand même le président du comité permanent sur les langues officielles, René Arsenault, qui estime qu'Ottawa devrait agir, devrait forcer les entreprises sous juridiction fédérale de compter une proportion minimale d'administrateurs francophones. C'est aussi une demande du Bloc québécois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution en quelques secondes? Bien, ça serait une solution qui pourrait notamment être inclue dans une modernisation de la loi sur les langues officielles. C'est un peu dommage que cette controverse-là arrive au moment où elle est arrivée, puisque on vient de terminer tout un cycle de débat sur la question des langues officielles avec un projet de loi qui est déjà déposé à la Chambre des communes. Oui, c'est ça, parce que Frédéric, toute cette affaire-là, ça démontre pas justement qu'il faudrait bonifier la réforme de la loi sur les langues officielles pour lutter contre ce type de situation, faire en sorte que ça se reproduise pas? Oui, Mme Petitpas-Taylor, lorsqu'elle a présenté son projet de loi, a dit qu'il y avait du mordant. Ben là, on s'aperçoit que ça prendrait plus de mordant. Ça prendrait peut-être quelques canines supplémentaires, si vous passez l'expression, pour être capable, justement, de faire respecter dans ces institutions fédérales et dans certaines entreprises cette question-là du français qui semble, mais c'est difficile de ne pas arriver à cette conclusion, qui semble jusqu'à un certain point méprisée. Oui, c'est ça. On verra donc s'il y a des suites de ça dans l'étude de la réforme du projet de loi
sur les langues officielles. Tom, Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. Très apprécié. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Esther. Au revoir. Au revoir.